Suite de la semaine dans le monde, nous vous parlions à l'instant de l'évacuation d'une partie de la jungle de Calais. Laure Simoes, qu'en disent les caricaturistes ? Je tiens à vous montrer ce premier dessin de Pierre Kroll, dessinateur belge, qui met justement en lumière cette situation un petit peu paradoxale. D'un côté, l'évacuation de la jungle, le dernier ultimatum avant notre opération humanitaire, dit-il du haut de son bulldozer, d'autant qu'on sait que les alternatives sont pas à la hauteur. Plein d'associations humanitaires qui sont sur place tiennent à le dénoncer. Cet autre dessin très beau de Mauro Biani pour Il Manifesto, qui rappelle que derrière cette jungle, il y a quand même des vies humaines. Et alors là, on a ce policier qui dit « Nous devons vous identifier ». Et puis ce monsieur qui porte un bébé qui dit « Voilà, un homme et un enfant avec la guerre aux trousses ». Il est plus solennel. Voilà, cet autre dessin de Millon, c'est peut-être ce dessin dont on parlait tout à l'heure, le Brexit. Alors un dessin pour le prix, deux dessins pour le prix d'un. On voit effectivement cette jungle de Calais d'un côté, et puis ces Anglais depuis leur home sweet home. Il est temps de nous éloigner de ce quartier. Insupportable n'est-il pas, voilà, tandis que d'autres ne savent pas quoi faire pour trouver leur place en Europe. Certains cherchent à la quitter. Cet autre dessin très très fort d'une dessinatrice danoise, Camilla Witchman, très très beau dessin allégorique qui fait évidemment référence au proverbe biblique il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume de Dieu. Et ce qui est très beau, c'est que si on zoome, on voit là toute une série de vies humaines qui essaient donc alors oui, qui brandissent des diplômes. Souvent, on dit que on peut parfois penser que ces réfugiés ne sont pas diplômés. C'est une grave erreur que de penser comme ça. Puis, on faisait tout à l'heure référence effectivement à la réaction belge suite au sommet de Bruxelles des ministres européens de l'Intérieur, avec ce dessin de Nicolas Vado, où on voit un Cazeneuve et puis un monsieur Jambon, c'est le nom du ministre de l'Intérieur belge. Voilà, ambiance lors du sommet de Bruxelles des ministres européens de l'Intérieur. Allez, on va passer au reste de l'actualité de la semaine. Et tout d'abord, ce qui faisait la une ce soir, là, les résultats du premier tour de l'élection au Niger. Le président Issoufou avait promis un coup KO, c'est-à-dire une réélection dès le premier tour. Et ce n'est pas le cas. Il ira au second tour. Louis Magloire Kemayou, déjà... un coup KO, c'est raté. Est-ce que pour Mamadou Issoufou, c'est un revers ? Pas vraiment. Revers quand même, parce qu'il avait annoncé un coup KO, et puis un coup, les autres ont répondu un coup KO, CHAOS. Quelque part... le chaos dans le pays. Non, pas le chaos dans le pays, le chaos pour lui. Il perdrait et donc il devrait partir. Là, on est quand même devant une situation où il y a des incertitudes, mais au regard des alliances possibles, il n'est pas exclu qu'il perde au second tour. Cependant, il y a une donnée qui est très importante dans cette élection, c'est le vote par témoignage. On n'a aucun chiffre là-dessus. Beaucoup de Nigériens ne se sont pas fait enrôler. C'est quand même près de 8 millions d'électeurs qui sont répertoriés dans un pays qui en compte plus de 18 millions. Or, si on considère que dans cette foule de près de 10 millions, il y en a encore 2 ou 3 millions qui pourront venir s'ajouter juste par le vote par témoignage, ça peut changer énormément de choses. Donc, on verra ce que ça donnera au second tour, mais rien n'est perdu, rien n'est gagné. Cela dit, c'est un revers pour lui parce qu'il avait promis qu'il passerait au premier tour. Voilà. Alors, l'autre grand mystère qui plane sur cette élection, c'est est-ce qu'on va avoir une première élection d'un président qui est sous les barreaux ? Parce que il va être opposé, Mamadou Issoufou, à Hama Amadou, qui est actuellement emprisonné. Est-ce qu'il peut réellement faire campagne, Hama Amadou, depuis sa cellule ? En tout cas, il est relativement efficace même de sa cellule puisqu'il arrive deuxième et qu'il se qualifie pour un second tour. Et en plus, son parti apparemment a triomphé à Niamey. Oui, et son parti, comme souvent en Afrique, d'ailleurs, les partis d'opposition contrôlent la capitale parce que c'est là qu'il y a l'espèce de concentration de toutes les frustrations, défis, envies, besoins, etc. Moi, je trouve un petit peu... je ne sais pas si on aura le temps de parler de la Centrafrique, mais ce que je trouve un peu dommage dans tout ça, c'est qu'encore une fois, voilà, on se retrouve dans le schéma de l'anxiété électorale d'un pays d'où tout s'arrête parce qu'il y a une élection présidentielle. Tout s'arrête littéralement, ça devient des combats personnalisés, ça devient X contre Y.
le chaos électoral, donc le chaos électoral, on s'y attendait. La crise post-électorale, on va y venir. Il y aura crise post-électorale probablement. Ça va durer des mois. Je trouve ça d'une tristesse, surtout en ce moment, et surtout pour un pays comme le Niger, où il y a des enjeux sécuritaires graves. Oui, parce que le Niger est menacé par Boko Haram. Oui, forcément, on imagine que les islamistes vont profiter de ce chaos. Et puis il fait partie du dispositif Berka. Il est au cœur des enjeux. Il y a aussi, on oublie toujours de le dire quand on parle de politique en Afrique, il y a des enjeux économiques extrêmement lourds. C'est des pays qui ont besoin d'une certaine stabilité pour pouvoir élever le niveau de vie constamment. Les gens qui vont voter, je vous rappelle encore une fois qu'on peut les acheter pour 1 euro ou 2 euros. Il n'y a pas que le fameux vote par, comment tu dis, par témoignage. Donc tout ça est d'une immense fragilité et on aimerait que ces classes politiques, quand même, à un moment, il y a d'autres exemples en Afrique. On a vu des élections, j'en parle tout le temps sur ce plateau, au Ghana, où le perdant a reconnu sa défaite pour quelques milliers de voix. Au Nigeria. Et que ça, on aimerait quand même que tous ces exemples un peu positifs que cette culture de l'élection, on sort de l'anxiété et de la violence un peu systématique. Alors vous disiez un gros contraste avec la Centrafrique où Anissé Georges Dologuélé a dit qu'il y avait eu des fraudes, mais en tout cas a reconnu immédiatement la victoire de Faustin Archange Touadéra. Disons qu'on est un peu surpris, moi je n'ai pas de connaissances très précises, mais on est un peu surpris de ce processus électoral relativement pacifié comparé au chaos et à la violence des années qui ont précédé. Et encore une fois, je pense que ça ne sert pas à grand-chose de dire c'est super, il y a eu des belles élections en Centrafrique. Il faut déjà se positionner sur la stabilité de demain, déjà voir si les blessures entre musulmans, chrétiens, milices, etc., ça va tenir. Est-ce que le désarmement va avoir lieu? Est-ce que l'économie va reprendre un minimum? Parce qu'on parle quand même d'un pays dévasté sur le plan économique, donc ça va reprendre. Donc voilà les réalités du terrain. Voilà ce qui est important. Et peut-être qu'ils ont voté pour ce monsieur parce que, quelque part, les gens se sont dit c'était sur le plan économique peut-être celui qui pouvait apporter à quelque chose. C'est un universitaire, c'est l'un des derniers premiers ministres du président Bozizé qui est parti. Et ce que l'on ne rappelle pas, peut-être pas suffisamment, c'est que quand on a chassé le président Bozizé, on pouvait croire que c'est sur sa personne que se concentrait toute la haine et toute la violence qui a été portée par les Séléka. Mais là, on a 2 finalistes de l'élection présidentielle qui sont des anciens de Chebozizé. Et dont un a été assez largement soutenu par les musulmans. Absolument. Et donc, gagnant. Oui. Et donc là, ça signifie que le problème, c'était peut-être pas forcément Bozizé, c'était peut-être les conditions dans lesquelles il vivait et les conditions dans lesquelles le pays se trouvait et qui font qu'aujourd'hui, les gens veulent autre chose, ils aspirent à autre chose. La Séléka n'a pas été la solution. Comment on fait? Est-ce qu'on se contente juste de dire qu'on a apporté une réponse politique en changeant de personne? Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de remettre la République centrafricaine sur les rails et ça passe notamment par une revitalisation économique de la RCA. Justement, concernant les législatives centrafricaines, parce qu'ils votaient aussi pour des législatives, les résultats du premier tour ont été publiés mardi. La plupart des députés qui ont été élus dès le premier tour sont sans étiquette. Ça veut dire que 3 ans de violence ont rebattu les cartes de la politique en Centrafrique et que les anciens partis ne font plus recette. Non, il y a une lassitude. C'est clair. De 2003 à 2013, il y a quand même eu des périodes d'accalmie qui ont permis qu'on paye les fonctionnaires, qui ont permis que les bailleurs de fonds internationaux injectent de l'argent dans le circuit et donner une impression de stabilité. Là, c'est la période Bozizé. Mais on en est sorti très violemment avec les Séléka qui l'ont chassé du pouvoir. Comment on fait pour remettre de la vie dans un pays où on est clairement divisé en 2? Mais ce n'est pas nouveau. 2/3 du pays étaient détenus par les Séléka depuis au moins une dizaine d'années. Comment on fait pour réconcilier toutes les franges qui se sont opposées entre les Séléka, entre les chrétiens, entre les musulmans et tout le reste? Comment on fait pour que tout ce monde-là fasse nation et surtout bâtisse une nation compétitive? Là est tout l'enjeu aujourd'hui de l'élection. Quels ingrédients les uns et les autres mettront dedans? C'est tout l'enjeu aujourd'hui de ce qui devrait être construit en République centrafricaine. Ils en disent quoi, Laure Simoès, les caricaturistes de ces élections? Eh ben, justement, pour en revenir sur le scrutin au Niger, un dessin de Damien Glé, dessinateur burkinabé, pour le journal du jeudi. On parlait du président sortant, Issoufou, sûr de lui. Eh ben, voilà, on voit qu'il égrène comme ça sur les plis de son costume, ses soutiens. On recevra, j'imagine, dans les prochains jours d'autres dessins en fonction des résultats.
On va continuer à parler de l'actualité électorale de cette semaine, décidément très très chargée, puisque l'Iran vote pour des législatives et continue à voter beaucoup plus tard que ce qui était prévu, puisque les bureaux de vote doivent fermer à 19h30 en temps universel, 20h30 heure française. Pour ces élections, on va écouter Hassan Rouhani, le président de la République iranienne, qui espère évidemment que son camp progressera dans les urnes et qui espère également un nouveau souffle économique pour l'Iran. Écoutez-le. Aujourd'hui, les gens se sont montrés actifs lors de la participation politique. Donc demain, les gens vont également être actifs concernant la participation économique. Et de cette façon, nous serons en mesure d'améliorer le statut du pays, comme le mérite le peuple d'Iran. Ce sera une source de fierté pour notre histoire et pour nos amis à travers le monde. Nos amis et nos ennemis nous regardent aujourd'hui. Alors, le sujet économique domine les élections iraniennes. Marc Semo, une réaction ? Oui, théoriquement. Mais, disons, ces élections montrent à quel point le processus d'ouverture sera beaucoup plus long, beaucoup plus incertain, beaucoup plus complexe que l'on pouvait le rêver, l'espérer, au moment où il y a eu l'accord sur le nucléaire iranien en juillet dernier. Donc on disait, voilà, l'Iran revient dans la communauté internationale, les choses vont se mettre en mouvement. Ces élections, d'abord, sont marquées par le fait que bon nombre des candidats réformateurs ont été mis hors jeu avant même l'élection. Leur candidature a été invalidée. Leurs candidatures ont été invalidées. Donc quand on parle des députés de Rouhani, c'est qui ? De fait, lui, qui est un grand pragmatique, il fait une espèce d'alliance avec des conservateurs modérés, parce qu'il sait que comme ça, il n'aura pas trop de problèmes au Parlement. Lui-même, qu'est-ce qu'il est ? Est-ce que c'est un réformateur contrarié, un conservateur modéré, un réformateur modéré ? Voilà. Donc, c'est une évolution, pas une révolution. Voilà, c'est une évolution. Un camp pragmatique. Voilà. C'est un premier round. Alors même si une des deux élections, outre celle du Parlement, est très importante, qui est celle de l'Assemblée des experts, puisque c'est eux qui, à terme, devront désigner le guide. Or, le guide, Ali Khamenei, qui est l'homme qui a le vrai pouvoir, c'est pas le président, est très malade. Mais pour le moment, voilà, c'est un peu un round d'observation. Avant ça, avant la future élection présidentielle. Voilà. Mais on est quand même dans quelque chose qui montre à quel point les durs continuent à verrouiller. Et une des choses qui s'est montrée dans ces élections, c'est la montée en puissance de ceux qu'on appelle les principialistes, qui sont des fondamentalistes très très durs, au-delà même de ce qu'était Ahmadinejad, et qui eux aussi ont joué un rôle important dans la campagne, et on verra le nombre de députés dont ils vont disposer. Je pense que c'est comme l'élection anglaise, il y a quand même une part de, je vais faire un peu de poésie ce soir, il y a quand même une part de l'âme iranienne qui se joue en ce moment. C'est-à-dire, il y a une discussion très profonde en Iran entre la réforme, qui va effectivement des conservateurs éclairés jusqu'aux jeunes étudiants de Téhéran qui veulent enlever le voile et qui sont sur les réseaux sociaux. Et la réforme, elle veut un autre Iran. Alors la définition est complexe, mais elle veut ça. Et puis il y a le conservatisme qui va des conservateurs les plus embourgeoisés jusqu'aux principialistes et aux cinglés, etc., en passant par les Bassidj, ex-héritiers gardiens de la Révolution qui tiennent le pouvoir économique. Donc tous ces gens-là ne veulent pas que l'Iran change, et pas uniquement, parce qu'on a un peu tendance à dire que c'est une espèce de pseudo-dictature religieuse, pas uniquement pour des raisons purement, j'allais dire, dictatoriales, aussi parce que pour eux, le modèle, c'est ce modèle-là qu'ils se sont battus, c'est leur révolution, elle a 30 ans, elle est menacée par l'extérieur. Il y a même des gens qui disent on ne va pas donner aux entreprises le capitalisme du mal, on ne va pas donner nos richesses avec ces accords aujourd'hui, comme ça on ne va pas se laisser faire. Donc c'est une vraie discussion. Et je pense que c'est important de soutenir le camp le plus éclairé dans cette discussion parce qu'il a besoin d'aide, il a besoin d'être soutenu, mais que c'est un équilibre très fragile et qu'il faut faire attention à ne pas inciter les autres à une réaction brutale ou disproportionnée. Donc c'est vraiment des élections à leur manière, dans leur mode, avec... Oui, mais alors, juste une chose, Hassan Rouhani, jusqu'à présent, il avait beaucoup de mal à faire passer ses réformes parce que le Parlement lui était extrêmement hostile, même s'il n'a qu'une partie minime des candidats qui lui sont favorables, qui sont élus aujourd'hui. Le mouvement des électeurs vers ces progressistes va le conforter, va faire trembler les conservateurs, va forcément les entraîner à un petit peu plus peut-être respecter les ambitions réformatrices de Rouhani. Oui, non, parce que il y a effectivement une partie de la jeunesse, une partie des classes moyennes qui rêvent de l'ouverture, mais elles sont quand même
pas majoritaire. Ahmadinejad avait été élu par des élections qui étaient probablement un peu truquées, mais pas outre mesure. Ensuite, il y a une énorme peur de la part des conservateurs au sens très large, et des durs, de toute une partie du régime, que l'ouverture économique n'entraîne, un peu comme ce qui s'était passé en Union soviétique avec Gorbatchev, la fin du régime. Donc il verrouille. Il rappelle sans arrêt l'agression culturelle de l'Occident, etc. Pour eux, l'accord sur le nucléaire a été fait. Ça a été fait avec l'accord du guide Ali Khamenei, qui savait que c'était nécessaire pour donner un peu d'oxygène à l'Iran et à la révolution islamique, à la République islamique. Mais en même temps, là, ils veulent tenir ce processus et éviter qu'il leur échappe. Et donc, ce verrouillage est très très fort. Et il ne faut pas oublier que c'est quand même une fusée à plusieurs étages. Il y a les enjeux intérieurs. Il a une histoire à raconter, Rouhani, c'est qu'il a quand même réussi à faire lever l'embargo. Mais il y a une deuxième histoire à raconter, c'est qu'il y a quand même l'influence de l'Iran qui doit rester, que ce soit en Syrie, que ce soit au Liban, que ce soit par rapport aux puissances occidentales. Ce rayonnement doit continuer. Et donc, je pense que tout en faisant la bataille de l'intérieur qui consiste à rassurer la population, il faut la rassurer également sur le fait que l'Iran n'est plus un pays isolé, ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique, et encore moins sur le plan diplomatique. C'est toute cette histoire-là, c'est tout ce cocktail qu'il faut arriver à proposer aux électeurs. Ils ont tous la même fragilité, que ce soit les réformeurs, les conservateurs, etc. C'est que l'économie, elle est dévastée par 10 ans d'incurie publique, de sanctions, etc. Et au moment où ils sortent des sanctions vers le monde paradisiaque de l'extérieur, les prix du pétrole sont à $30, et donc il n'y a pas cette manne qui va arriver. Bon, évidemment, ils vont récupérer de l'argent qui est à eux, mais donc le chantier économique de ce pays est immense. C'est un espèce de mélange entre la Chine, l'Algérie des années 70, tenu par des capitalistes, j'allais dire, historiques, qui s'enrichissent sur le dos de tout le monde. Donc il y a un énorme débat économique en Iran, et qui va être, à mon avis, celui qui définira les règles politiques. Parce que ça ne bougera pas énormément sur le plan social et sur le plan des mœurs. Par contre, si les gens n'arrivent pas à s'en sortir, après 2 ou 3 ans de réforme, ça risque de mal finir. Et le vrai test va être, comme on en parlait tout à l'heure, la politique régionale. C'est-à-dire, est-ce que l'Iran va continuer à jouer les pompiers pyromanes en Syrie? C'est avec la Russie, et plus encore que la Russie, parce qu'ils ont déployé des hommes au sol, ils ont aussi envoyé le Hezbollah libanais, la milice chiite. Est-ce que l'Iran va continuer ce jeu par rapport à la Syrie notamment? Ou bien, au contraire, est-ce que l'Iran aujourd'hui va être un facteur de stabilisation, jouer le jeu des négociations? Il ne peut pas être stable tout seul, Marc. Voilà, non, mais je dis pas il faut que les monarchies sunnites aussi jouent. Voilà, mais disons, ça va être un véritable en tout cas, test aussi. De changer quelque chose. Ça va être aussi un véritable test. Est-ce que cet argent, les avoirs dégelés, vont servir à améliorer l'économie et la vie de la population, ou est-ce que ces dollars, on parle de centaines de millions, vont servir à soutenir le régime de Bachar el-Assad et ses tueries? Un petit mot des caricaturistes rapidement. Oui, mitigé comme réaction de la part des dessinateurs, en tout cas très prudent. On a ce très beau dessin de Manan Negestani, qui est un dessinateur iranien exilé à Paris, qui est assez troublant, qui offre une double interprétation. On voit d'abord ce cercueil, cette main qui ouvre le cercueil, un monsieur qui vient voter, puis qui se referme, qui referme son cercueil. Alors on peut penser que ça fait timide évolution. D'un côté, à la fois allusion à la fraude électorale, où dans certains cas on fait voter les morts, mais je pense qu'il dit aussi que le peuple est quand même meurtri, et que c'est un peu faire voter un peuple qui a quand même aussi peut-être un peu perdu espoir. Je le dis parce qu'il y a ce deuxième dessin d'un dessinateur iranien aussi, Payam, je trouve qui sont particulièrement déshumanisés. Alors je ne sais pas si c'est pour annoncer une grosse abstention, parce qu'on sait que les scrutins en Iran aussi sont pas... Alors c'est vraiment, c'est à voir. Alors un peu quand même un dessin un peu plus frais et un peu plus rafraîchissant de Firouzeh, dessinatrice iranienne qui n'est pas exilée, qui vit en Iran et qui, elle, a envie d'y croire. Elle nous disait tout à l'heure par téléphone qu'il craignait beaucoup un retour quand même d'Ahmadinejad, mais qu'elle allait voter pour le futur de ses enfants. Donc, et on a l'impression que ce futur, il s'enracine dans la révolution verte.
sans vouloir trop faire Il y a de ça, oui. Très bonne lecture, très bonne lecture. Vous inverser, on lui demandera si c'est conscient ou inconscient. Je l'interrogerai là-dessus, parce que des fois, les dessins font sortir l'inconscient. Puis enfin, ce dernier dessin de Cheers des Pays-Bas, qui est une allégorie parfaite de l'Iran en ce moment, un pays qui connaît quand même malgré tout un essor relatif, qui va s'ouvrir aux investissements étrangers, donc faire rentrer des capitaux, mais qui doit encore faire de sérieux progrès à chaque grue, c'est assez noir. Sur les droits de l'homme, on voit effectivement ces pendus aux grues qui bâtissent. Et effectivement, on sait que un exemple type, la liberté d'expression, la liberté de la presse, entre autres, en prend un coup là-bas. Il n'y a pas longtemps, en novembre dernier, un dessinateur iranien qui s'appelle Hadi Heydari du journal Shahravand, qui a été arrêté suite à un dessin qu'il a fait au lendemain des attentats de Paris de novembre, et il a été écroué, il est emprisonné pour un dessin où on voit vraiment une évolution donc nécessaire des droits de l'homme en Iran. On en reparlera probablement sur France 24. On va refermer cette semaine dans le monde avec cette information qui nous vient de Somalie. Au moins 12 personnes sont mortes dans une attaque contre un hôtel de Mogadiscio, attaque qui a été revendiquée par les Chebabs. Les Chebabs somaliens, vous en saurez plus dans le prochain journal, c'est dans 10 minutes. Mais avant cela, on jette un œil sur les médias avec Myriam Amellal. Et on va continuer à parler de l'Iran, puisque sur les réseaux sociaux, on regarde beaucoup du côté de ce pays qui vote pour la première fois depuis la levée des sanctions internationales. Oui, mais les internautes et les twittos souhaiteraient que les autorités iraniennes lèvent les sanctions sur leur propre population. Et vous le disiez tout à l'heure, il y a un instant, on parlait de la liberté d'expression, de la liberté de la presse. Eh bien, ça revient beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vais commencer d'abord par vous montrer un vieux dessin qui date de 2009, qui est retweeté, parce qu'il y a aussi beaucoup d'interrogations sur la différence entre les modérés et les conservateurs. Quelle est cette différence? Regardez, élection présidentielle, l'Iran à l'heure du choix, mort aux USA, mort à l'Occident, mort à Israël. Ça, c'est un candidat ultra qui le dit. Et vous avez le modéré qui dit mort à Israël. Donc c'est une façon, ça résume bien en fait les interrogations sur les réseaux sociaux concernant les différences réelles entre un conservateur, un modéré et un réformateur. Et vous avez aussi cet autre dessin que je trouvais très intéressant, qui a été pris de Charlie Hebdo, Hassan Rouhani, sensible à la question des droits de l'homme, et on voit sa barbe, voilà, vous voyez vous voyez le dessin, les gestes pas très élégants. Et puis celui-ci que je trouve très intéressant aussi, de la difficulté d'accueillir le président iranien. On me dit que vous avez gracié une femme qui a tué son mari, vous pouvez m'expliquer? C'est l'affaire Jacqueline Sauvage. Tout à fait, c'est intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est un visage féminin qui fait la une pour parler de l'Iran. Il s'agit de la dessinatrice Athéna Farghadani, qui est en prison depuis janvier, qui a été condamnée, et son crime, le voici, c'est un dessin. Elle a caricaturé des membres du Parlement en animaux, des conservateurs, en train de voter une loi sur la contraception, et notamment sur l'interdiction de la stérilisation volontaire des femmes. Et ça lui a valu donc 12 ans de prison et 9 mois, 12 ans et 9 mois de prison. Alors, ce qui est intéressant, c'est le motif de la condamnation, entre autres, je vous le lis, outrage aux représentants du Parlement par la maîtrise du dessin. Donc c'est assez intéressant, voilà. La maîtrise du dessin, eh bien, avec beaucoup d'ironie, les internautes ont décidé d'utiliser leur maîtrise du dessin pour sensibiliser l'opinion au sort de cette dessinatrice, cette artiste, puisqu'elle est peintre aussi. Regardez ce dessin qui a été tweeté aujourd'hui. On voit son dessin sur la toile et on voit des animaux, donc pour reprendre son premier dessin, qui l'embarque, menotté, avec un crayon à la main toujours. Vous avez celui-ci aussi, et avec toujours ce même hashtag FreeAthéna, on la voit dans sa cellule avec son crayon. Vous avez aussi un autre dessin que je trouve très intéressant, toujours FreeAthéna en légende, des mollahs, enfin des religieux, des conservateurs qui brandissent leur gomme, probablement pour gommer cette liberté d'expression. Vous avez aussi
cette caricature de religieux qui grignote, qui déchire le portrait d'Athéna, toujours Free Athéna. Vous voyez cette mobilisation sur la toile aujourd'hui, et puis vous avez ce religieux qui est aveugle, et vous avez Athéna toute petite avec sa petite lumière pour tenter, très poétique, oui exactement, pour tenter de l'éclairer. Et vous avez celui-ci que je trouve très beau aussi, Athéna avec sa gomme qui ouvre une lucarne vers un ciel bleu. C'est un message qui porte beaucoup d'espoir. Et puis celui-ci que je trouve très beau aussi, qui rappelle un peu les miniatures iraniennes de façon un peu moderne, avec Athéna qui se libère de cette cage, de cette prison. Donc vous voyez, la toile s'est mobilisée aujourd'hui pour cette dessinatrice qui a écopé donc de 12 ans et 9 mois de prison pour un dessin. Juste pour dire que tous les dessinateurs de Cartooning for Peace ont fait une campagne de soutien à son égard, bien évidemment. Heureusement, j'en ai pas parlé, mais c'est parfait comme ça. On a parlé de 2 cas précis de dessinateurs empêchés en Iran. Alors, je ne sais pas si on a le temps, Audrey, pour vous parler de toute autre chose. Alors, un autre visage qui n'a rien à voir, sans transition aucune. Vous allez me dire si vous la reconnaissez. Ah, Valérie. Valérie Trierweiler. Bon, alors, qui est effectivement méconnaissable. C'est parce qu'on le sait qu'on la reconnaît. Parce qu'effectivement, elle est méconnaissable à la une de VSD. Voilà, à la une de VSD. Alors, bien sûr, mais est-ce que c'est elle l'ex-compagne... C'est elle. Elle l'a prouvé, elle a montré la photo originale. C'est effectivement elle. Voilà l'original. Et il y a quelqu'un qui a tweeté, bah voilà, il suffisait de demander l'original. C'est elle-même qui a tweeté ça. C'est elle-même qui a tweeté ça, enfin d'autres l'ont repris. Elle est tout aussi méconnaissable sur celle-là. C'est-à-dire que le débat c'était, est-ce que VSD a utilisé énormément de Photoshop ou pas? C'est tout à fait. Même sur l'original, il faut l'avouer, elle est méconnaissable. Alors beaucoup, elle en tout cas a nié, et VSD aussi, qui a eu Photoshop qui est passé par là. Mais les internautes, bien sûr, se sont beaucoup moqués. Il y a eu beaucoup de railleries. Merci pour ce lifting, par exemple. Je vous en montre. Qui reprend Merci pour ce moment, le titre. Voilà le titre. Alors vous avez certains qui prennent une photo de Laurie, la chanteuse, et qui disent incroyable le lifting de Valérie Trierweiler. Vous avez aussi celle-ci que je trouve pas mal, une photo d'enfant, et vous avez je ne vois pas ce qui vous fait penser que Valérie Trierweiler a abusé de Photoshop. Voilà, donc on est un peu méchante, mais il faut dire que ça nous faisait en du télé... bien de rire 5 minutes avec cette actualité assez noire. Merci beaucoup Myriam Amellal, merci à vous de m'avoir accompagné pour cette semaine dans le monde. Restez avec nous sur France 24. L'actualité internationale continue sur notre antenne.